Lors de ma cérémonie de remise des diplômes, mon père a annoncé qu'il me coupait les vivres. De toute façon, tu n'es pas ma vraie fille. La salle a eu le souffle coupé. J'ai souri, j'ai marché vers le pupitre et j'ai dit, puisque nous partageons des secrets génétiques. J'ai sorti une enveloppe. Le visage de sa femme est devenu livide au moment de ma révélation. De toute façon, tu n'es pas ma vraie fille. Les mots ont frappé la cérémonie de remise des diplômes comme une bombe. Toutes les conversations se sont arrêtées. Tous les téléphones ont cessé d'enregistrer. Même le bébé de la 3e rangée a arrêté de pleurer. Je me tenais là, sur le sol du gymnase, à mi-chemin de la scène, mon nom résonnant encore dans les haut-parleurs. Zoé Laurent. C'était censé être mon signal pour traverser la scène, serrer des mains, récupérer mon diplôme et sourire pour les caméras, comme tous les autres diplômés aujourd'hui. Au lieu de cela, mon père adoptif venait de me renier devant 400 personnes. Avant de poursuivre avec ce drame familial explosif, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager ces histoires puissantes de personnes qui se défendent. Si vous croyez que tout le monde mérite le respect et que la vérité ne devrait jamais être cachée, pensez à vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment tout cela se déroule. Je te coupe les vivres définitivement, a poursuivi Étienne, sa voix résonnant dans l'auditorium plongé dans un silence de mort. Il se tenait dans la 4e rangée, les bras croisés, comme s'il faisait une présentation professionnelle. Plus de fonds pour tes études, plus de soutien familial. Rien. Les halètements ont commencé, puis des murmures. Oh mon Dieu, a-t-il vraiment dit ça, a parcouru la foule. Je pouvais voir les téléphones se tourner vers nous, tout enregistré. Demain, ce serait partout sur les réseaux sociaux, la fille qui s'est fait rejeter par son père à sa remise de diplôme. Sauf qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement ici. Céline, sa femme, tirait sur sa manche, lui sifflant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Son visage était devenu aussi blanc que sa robe de créateur. Le bébé dans ses bras, son bébé, selon Étienne, a commencé à s'agiter à nouveau, comme si même lui pouvait sentir la tension. J'aurais dû être dévasté. J'aurais dû fuir ce gymnase en larmes. C'est ce qu'Étienne attendait. C'est ce que tout le monde attendait. J'ai souri. Pas un sourire triste et brisé. Pas un sourire gêné ou désolé. Un vrai sourire. Le genre de sourire qui plisse le coin de mes yeux, celui dont Camille disait qu'il illuminait tout mon visage. Car Étienne venait de me donner l'ouverture parfaite. Eh bien, ai-je dit assez fort pour que le micro capte ma voix, puisque nous partageons des secrets de famille. J'ai plongé la main dans mon dossier de remise de diplôme et j'en ai sorti une enveloppe blanche. La même enveloppe que je trimballais depuis 3 semaines, attendant exactement ce moment. La même enveloppe qui contenait des informations capables de détruire le petit monde parfait d'Étienne. Le proviseur a essayé de me faire signe d'aller vers la table des diplômes, voulant clairement passer à autre chose après cette interruption gênante. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. J'ai marché jusqu'au pupitre. Puisqu'Étienne veut parler d'ADN, ai-je dit en ajustant le micro, laissez-moi partager quelque chose d'intéressant sur la génétique. L'auditorium était si silencieux que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Absolument tout le monde s'était penché en avant sur son siège. C'était bien meilleur que n'importe quel discours de fin d'année auquel il s'attendait. Le visage de Céline n'était plus simplement blanc. Il était gris. Elle secouait frénétiquement la tête, articulant le mot non en boucle. Le bébé s'était remis à pleurer, mais elle ne semblait pas le remarquer. Tu as absolument raison, ai-je continué en regardant directement Étienne. Je ne suis pas ta fille biologique. Je l'ai toujours su. Camille me l'a dit quand j'avais 12 ans, et elle s'est assurée que je comprenne à quel point j'étais désiré et aimé. La posture confiante d'Étienne a légèrement vacillé. Cela ne se passait pas comme il l'avait prévu. Mais voici ce qu'il en est des secrets liés à l'ADN, ai-je dit en brandissant l'enveloppe. Parfois, ceux qui jettent la pierre vivent dans la plus grande des maisons de verre. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, délibérément. Le froissement du papier a résonné d'une manière incroyablement forte dans le gymnase silencieux. Ton fils, ce précieux petit garçon que tu exhibes fièrement depuis 6 mois. N'est en fait pas ton fils. L'explosion de halètements et de murmures a été immédiate. Les gens se levaient, tendant le cou pour mieux voir. Les téléphones enregistraient sous tous les angles.
Céline entretient une liaison avec ton frère, Julien, depuis plus d'1 an, ai-je poursuivi, la voix assurée malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Le bébé qu'elle tient en ce moment même. C'est ton neveu, pas ton fils. Les jambes d'Étienne ont lâché. Il s'est effondré sur son siège comme si on lui avait coupé les fils. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Céline a poussé un hoquet d'étouffement et s'est précipitée vers la sortie, portant toujours le bébé. Elle courait, courant littéralement à travers les rangées de chaises, trébuchant sur les pieds des gens avec ses talons de créateur. J'ai les résultats du test ADN juste ici, ai-je dit en agitant les papiers. Preuve concluante. Certitude à 99,9%. L'enfant de ta femme est génétiquement le fils de ton frère. Le gymnase a sombré dans le chaos. Les gens parlaient tous en même temps, pointaient du doigt, montaient sur les chaises pour avoir une meilleure vue. Mes camarades de classe sur scène étaient figés, leur propre remise de diplômes oubliés au profit de ce drame inattendu. Mais je n'avais pas fini. Oh, et Céline, ai-je lancé, même si elle était presque arrivée aux portes. Tu ferais bien de faire plus attention à l'endroit où tu laisses tes reçus d'hôtel, de bijoux, et de restaurants après tous ces déjeuners romantiques avec Julien. Elle a trébuché, manquant de faire tomber le bébé, mais a continué à courir. Les lourdes portes du gymnase ont claqué derrière elle dans un bruit de tonnerre. Je me suis tourné vers Étienne, qui me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Son visage était passé de la confiance à la confusion, pour finir totalement dévasté en l'espace de 2 minutes. Tu voulais me couper les vivres, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le chaos. Tu voulais m'humilier en public. Tu voulais t'assurer que tout le monde sache que je ne faisais pas vraiment partie de ta famille. J'ai marché jusqu'au bord de la Seine, le regardant de haut. Eh bien, félicitations. Tu viens de me donner l'opportunité parfaite de te rendre l'appareil. La foule était en délire maintenant. Les gens filmaient, prenaient des photos, publiaient déjà sur les réseaux sociaux. Ça ferait le buzz dans l'heure. Dès demain, tout le monde en ville saurait qu'Étienne Laurent, un homme d'affaires prospère et pilier de la communauté, s'était fait berner par sa propre femme et son propre frère. J'ai glissé les résultats ADN dans mon dossier et j'ai marché jusqu'à la table des diplômes. Le proviseur, l'air complètement dépassé, m'a tendu mon diplôme avec des mains tremblantes. Félicitations, mademoiselle Laurent, a-t-il murmuré. Merci, ai-je répondu, posant pour la photo officielle comme si de rien n'était. C'est une journée mémorable. Alors que je quittais la scène, mon diplôme à la main, je pouvais entendre Étienne derrière moi. Il appelait mon nom, la voix brisée et désespérée. Zoé, attends, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas arrêté de marcher. J'avais passé 18 ans à attendre son approbation, son acceptation, son amour. J'avais passé des mois à planifier ce moment précis, sachant que tôt ou tard, il essaierait de m'évincer de sa vie. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il me rende la tâche aussi facile. Le piège qu'il m'avait tendu, l'humiliation publique, la cruauté calculée, tout s'était retourné contre lui de manière spectaculaire. Il avait voulu se débarrasser de moi discrètement, me faire disparaître sans faire de vagues. À la place, il m'avait offert la scène parfaite pour ma vengeance. Et le meilleur dans tout ça ? Chaque mot que j'avais prononcé était vrai. Le test ADN, la liaison, les reçus d'hôtel. J'avais des preuves de tout. Des mois d'enquête minutieuse, à suivre Céline, à rassembler des preuves. Étienne se croyait si intelligent, si stratège. Il pensait pouvoir me manipuler comme il avait manipulé tous les autres dans sa vie. Il avait tort. Alors que je poussais les portes du gymnase, j'entendais encore le chaos derrière moi. Des gens criaient des questions, des téléphones sonnaient, le proviseur tentait désespérément de ramener le calme. Mais j'en avais fini avec tout ça. Fini avec Étienne, fini avec sa fausse famille, fini de faire semblant d'être reconnaissante pour des miettes d'affection. J'avais mon diplôme. J'avais ma bourse pour la Sorbonne. Et j'avais la satisfaction de savoir que, parfois, la meilleure vengeance est tout simplement la vérité. Le parking était presque vide. Tout le monde était encore à l'intérieur, cloué à son siège par le drame. J'ai marché jusqu'à ma vieille Clio, jeté ma toque de diplômé sur le siège arrière et démarré le moteur. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir les gens commencer à affluer hors du gymnase, parlant avec excitation, leur téléphone collé à l'oreille. J'ai souri à nouveau et je suis parti.
Laissez-les parler. Laissez toute la ville parler. J'étais enfin libre. Le trajet pour rentrer chez moi après la cérémonie a pris 15 minutes, mais mon esprit a remonté le temps de 18 ans en ces quelques kilomètres. Alors que je me garais dans la résidence de mon appartement, le petit T2 que je louais depuis mes 18 ans, les souvenirs ont afflué comme de l'eau à travers un barrage brisé. J'avais 2 ans quand ils m'ont ramené à la maison. Trop jeune pour me souvenir de l'adoption en elle-même, mais assez âgé pour que la maison ne me semble jamais complètement mienne. Camille m'a montré les albums photos plus tard. Moi, bambine, les joues potelées et timides, accroché à sa jambe, tandis qu'Étienne se tenait en arrière-plan avec l'air de poser pour un portrait professionnel plutôt que pour une photo de famille. Camille était tout ce qu'une mère devrait être. Elle fredonnait en pliant le linge, chantait faux sous la douche et me lisait des histoires le soir avec des voix différentes pour chaque personnage. Elle avait ce don de rendre les moments ordinaires magiques, transformant les courses au supermarché en chasse au trésor, et les après-midi pluvieux en aventures de construction de cabanes. Notre maison sentait la bougie à la vanille et les fleurs fraîches, parce qu'elle croyait qu'une maison devait donner l'impression d'être prise dans les bras. Étienne était différent. Pas méchant, à proprement parler, mais distant, clinique, comme s'il observait notre famille de l'extérieur au lieu d'y participer. Lors des événements scolaires, les autres pères ébouriffaient les cheveux de leurs enfants ou les faisaient tourner en l'air. Étienne, lui, serrait la main des professeurs et vérifiait sa montre. Quand on lui posait des questions sur moi, il disait « Voici Zoé », avec le même ton qu'il aurait utilisé pour présenter un associé en affaires. Je l'ai remarqué davantage en grandissant. La façon dont il ne m'appelait jamais sa fille. La façon dont les dîners de famille ressemblaient à des réunions du conseil d'administration où je devais faire un rapport sur mes notes, mes activités, mes réussites. La façon dont nos rares vacances en famille étaient toujours écourtées par des appels professionnels qui, d'une manière ou d'une autre, ne pouvaient pas attendre. Mais Camille compensait. Elle palliait son absence émotionnelle avec le double d'amour, le double d'attention, le double de fierté pour mes accomplissements. Elle venait à chaque pièce de théâtre de l'école, à chaque foire scientifique, à chaque match de handball où je restais la plupart du temps sur le banc de touche. Elle était mon refuge dans une maison qui ressemblait souvent davantage à un hôtel. Puis tout a changé quand j'ai eu 14 ans. Camille était malade depuis des mois, même si elle essayait de le cacher. Je la surprenais parfois à grimacer quand elle pensait que personne ne la regardait, ou je la trouvais en train de faire la sieste en plein milieu de la journée, alors qu'elle s'affairait d'ordinaire dans la maison. Le cancer a progressé très vite une fois déclenché. Et le temps que les médecins s'en rendent compte, ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Je n'oublierai jamais la nuit de sa mort. J'étais assise près de son lit d'hôpital, lui tenant la main, quand elle a serré mes doigts une dernière fois et a murmuré « N'oublie pas, ma chérie. Tu étais désirée. Tu as été choisie. Ne laisse personne te dire le contraire. » Étienne a pleuré à ses funérailles. De vrais sanglots brisés et les qui faisaient trembler ses épaules. Mais quand j'ai essayé de le réconforter pour partager notre chagrin, il s'est reculé. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'il ne pleurait pas seulement Camille. Il pleurait son pare-choc. La personne qui faisait fonctionner notre dynamique familiale maladroite. Sans elle, nous n'étions que 2 étrangers vivant sous le même toit. Le silence dans notre maison est devenu assourdissant. Les dîners se prenaient sans conversation. La chaise vide de Camille trônait entre nous comme un gouffre. J'essayais de combler le vide avec des nouvelles de mes amis de l'école, n'importe quoi qui puisse susciter une connexion. Étienne hochait la tête et émettait des sons appropriés, mais ses yeux étaient toujours ailleurs. 6 mois après l'enterrement, il a ramené Céline à la maison. Elle ne ressemblait en rien à Camille. Là où ma mère était douce et maternelle, Céline était tranchante et sophistiquée. Elle portait des talons pour aller faire les courses et n'avait jamais un cheveu de travers. Son rire était trop fort, son sourire trop parfait, son intérêt pour moi trop ouvertement faux. « Oh, tu dois être la fille », s'était-elle exclamée la première fois que nous nous sommes rencontrés, comme si j'étais un artefact curieux plutôt qu'une adolescente en deuil. « Étienne m'a tant parlé de toi. » Il ne l'avait pas fait, bien sûr. Je le voyais à sa façon de chercher des détails sur ma vie à l'aveuglette, posant des questions génériques sur l'école et mes loisirs comme si elle suivait un script. Ils se sont mariés 8 mois plus tard. Une petite cérémonie, juste la famille proche et quelques partenaires commerciaux. J'ai porté la robe noire que Camille m'avait achetée pour les grandes occasions, et Céline a fait des commentaires passifs-agressifs sur ma face gothique à quiconque voulait bien l'entendre.
La maison a changé après l'emménagement de Céline. Les bougies à la vanille de Camille ont été remplacées par des diffuseurs hors de prix qui sentaient comme les grands magasins. Ces coins lecture douillets sont devenus des espaces d'exposition froids pour la collection de figurines en cristal de Céline. Même les photos de famille ont changé. Nos photos avec Camille ont été discrètement déplacées vers des endroits moins en vue, remplacées par des portraits professionnels d'Étienne et Céline qui semblaient tout droit sortis des pages d'un magazine. Puis est venue l'annonce de la grossesse. J'avais 16 ans, j'étais assise à la table du petit déjeuner avec un bol de céréales quand Céline a posé sa main sur son ventre encore plat et a souri de ce sourire parfait. Nous allons avoir un bébé, a-t-elle annoncé, comme si elle donnait la météo. Le visage d'Étienne s'est illuminé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Une joie pure, une excitation sincère, le genre d'expression que j'avais passé des années à espérer susciter. Il a pris Céline dans ses bras, la faisant tourner dans la cuisine pendant qu'elle riait en protestant qu'il allait lui donner le vertige. Je suis restée assise là, ma cuillère à mi-chemin de ma bouche, regardant cette démonstration de bonheur qui n'avait rien à voir avec moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment compris que j'étais l'intruse dans cette famille. Le bouche-trou, l'obligation qui avait été remplie mais jamais pleinement acceptée. C'est notre deuxième chance, a dit Étienne plus tard dans la soirée, la main posée protectrice sur le ventre de Céline. Notre chance de bien faire les choses. Le sous-entendu était clair. J'avais été un entraînement, un coup d'essai. Ce bébé serait la vraie famille. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'éloigner. Je passais plus de temps à la bibliothèque, y restant jusqu'à la fermeture et rentrant à pied par des quartiers calmes où je pouvais réfléchir. J'ai pris un travail à temps partiel dans une librairie locale, en partie pour l'argent, mais surtout pour avoir une excuse pour être ailleurs. L'école est devenue mon sanctuaire. Les clubs, les groupes d'études, le bénévolat, tout était bon pour éviter de rentrer à la maison et regarder Étienne et Céline jouer à la famille parfaite. Le bébé est arrivé un mardi de mars. Un garçon parfait et en bonne santé avec des cheveux bruns et des yeux curieux. Ils l'ont appelé Maxime. Et Étienne a pleuré à nouveau, des larmes de joie cette fois-ci. Il tenait son fils comme s'il était fait de verre filé, chuchotant des promesses sur toutes les choses qu'ils feraient ensemble, toutes les façons dont il serait un bon père. Je regardais depuis l'encadrement de la porte de la chambre d'hôpital, invisible comme toujours, et je me demandais s'il m'avait un jour tenu de cette façon quand j'étais petite. Mais c'est lors de ces visites nocturnes à l'hôpital que j'ai d'abord remarqué quelque chose d'étrange. Julien, le petit frère d'Étienne, semblait passer énormément de temps à l'hôpital. Plus de temps que la plupart des oncles, en tout cas. Il apportait des fleurs, des cadeaux chers, et trouvait toujours des excuses pour tenir le bébé quand Étienne n'était pas là. J'ai commencé à prêter plus d'attention après ça. Julien possédait une entreprise technologique florissante, il ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. Il était charmant, riche, et avait toujours été le sujet de conversation préféré de Céline lors des dîners de famille. Un peu trop préféré. Les pièces ont peut-être commencé à s'assembler lentement, comme un puzzle que je ne voulais pas résoudre. Des appels téléphoniques tard le soir que Céline écourtait brusquement quand quelqu'un entrait dans la pièce. Des sorties shopping d'où elle revenait avec des sacs de boutique dont Julien avait parlé. La façon dont elle s'illuminait quand son nom était prononcé dans la conversation, pour ensuite tenter de cacher sa réaction. 3 mois après la naissance de Maxime, j'étais censé être endormi quand j'ai entendu Céline parler au téléphone dans la cuisine. Il était passé minuit et elle chuchotait, mais le son portait dans notre vieille maison. « Je t'ai dit de ne plus envoyer de cadeaux ici, disait-elle. Étienne commence à trouver suspect que tu accordes autant d'attention au bébé. » Mon sang s'est glacé. Je me suis glissé plus près de la porte de la cuisine, me pressant contre le mur pour écouter. « Je sais que tu veux être impliqué, » a poursuivi Céline. « Mais on doit faire attention, au moins jusqu'à ce que Maxime soit plus grand. Ensuite, on trouvera peut-être comment lui dire la vérité sur son vrai père. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ni la suivante. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, traitant ce que je venais d'entendre, essayant de décider quoi faire de cette information. Une part de moi voulait descendre et les confronter tous les deux. Une autre part voulait tout dire à Étienne immédiatement. Mais une autre part de moi, celle qui avait observé, attendu et encaissé les affronts pendant des années, a décidé d'être patiente. De rassembler plus de preuves. De monter un dossier qui ne pourrait être nié ou balayé d'un revers de main. Parce que quelque part dans un coin de ma tête, un plan prenait déjà forme.
Un moyen d'utiliser cette information le moment venu. Quand Étienne irait enfin trop loin. Quand il ferait son inévitable manœuvre pour me rayer complètement de sa vie. Je n'avais plus qu'à attendre le moment parfait. Et comme l'histoire l'a montré, le jour de la remise des diplômes fut exactement ce moment. Cet appel téléphonique surpris a tout changé. Soudain, je n'étais plus seulement une adolescente en deuil essayant de naviguer dans la vie avec une belle-mère distante. J'étais un détective vivant sous son propre toit, à l'affût d'indices qui prouveraient ce que je soupçonnais. Céline m'a rendu la tâche étonnamment facile. Pour quelqu'un qui avait une liaison, elle était remarquablement négligente. Ou peut-être qu'elle pensait simplement que la belle-fille silencieuse ne remarquerait rien. Quoi qu'il en soit, son comportement est devenu une véritable carte routière de sa tromperie, une fois que je savais quoi chercher. Prenez sa routine du mardi, par exemple. Chaque semaine, elle annonçait au petit déjeuner qu'elle avait son rendez-vous fixe pour une manucure au salon en centre-ville. Elle partait à 10 heures, tirait à 4 épingles, et rentrait vers 14 heures avec des ongles parfaitement vernis et des sacs de boutique de luxe. Mais j'ai commencé à chronométrer ses trajets, et le compte n'y était jamais. 20 minutes pour aller en centre-ville, peut-être 1 heure pour une manucure, 20 minutes pour le retour. Ça laissait presque 3 heures inexpliquées. Alors un mardi, j'ai décidé de la suivre. Je me suis porté pâle à l'école, j'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai pris ma vieille Clio et suivi son trajet jusqu'au centre-ville. Elle n'est pas allée au salon. À la place, elle s'est garée sur le parking de l'hôtel Mercure, rue de la République. J'ai observé depuis l'autre côté de la rue alors qu'elle traversait le hall avec l'assurance de quelqu'un qui est en terrain connu. 20 minutes plus tard, la BMW grise de Julien entrait sur le même parking. Mes mains tremblaient alors que je serrais le volant. Le voir se produire sous mes yeux était différent de le soupçonner. C'était réel. Cela se passait dans ma famille, juste sous le nez d'Étienne. Et j'étais la seule à le savoir. Je suis rentré à la maison et j'ai passé le reste de la journée à faire semblant d'être malade au lit. Quand Céline est rentrée à son heure habituelle, les ongles parfaitement manucurés et portant des sacs de 3 boutiques différentes, j'ai souri et demandé comment s'était passé son rendez-vous. Oh, merveilleux, comme toujours, a-t-elle roucoulé, exhibant son vernis rose corail. Et j'ai trouvé la tenue la plus adorable pour Maxime dans ce petit magasin pour enfants dans la grande rue. Les mensonges lui venaient si facilement. Chacun livré avec ce sourire parfait, ses yeux brillants, ce ton de voix qui laissait entendre qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais les visites à l'hôtel n'étaient qu'un début. Une fois que j'ai vraiment commencé à observer, les preuves étaient partout. Son téléphone, par exemple. Céline était accro à son portable, toujours en train d'envoyer des textos et de vérifier les réseaux sociaux. Mais dès qu'Étienne entrait dans une pièce, elle le retournait face contre table ou le glissait dans son sac avec une précipitation suspecte. Les gens normaux ne cachent pas des SMS innocents à leur mari. Un soir, elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle montait vérifier si Maxime dormait. Je n'ai eu que quelques secondes, mais ce fut suffisant pour voir le nom de Julien en haut de ses messages récents. L'aperçu en montrait juste assez, j'ai hâte de te voir demain. Même endroit, même. Avant que l'écran ne se verrouille à nouveau. Ensuite, il y a eu les cadeaux. Céline avait soudainement développé un goût prononcé pour les bijoux onéreux. Et Étienne, aussi généreux qu'il essayait de l'être en tant que jeune père, ne pouvait absolument pas s'offrir tout ce qu'elle portait. Les boucles d'oreilles en diamant qui sont apparues après son rendez-vous chez le médecin. Le bracelet en or qu'elle affirmait être une surprise d'Étienne, mais que j'avais vu Julien offrir à Camille 3 ans plus tôt. Ce bracelet a été ce qui m'a convaincu qu'il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. C'était une trahison totale de la mémoire de Camille. Julien avait offert ce bracelet à ma mère pour son anniversaire, et elle l'avait porté constamment jusqu'à ce qu'elle soit trop malade pour se soucier des bijoux. Après l'enterrement, il avait disparu de sa boîte à bijoux. Maintenant, il était enroulé autour du poignet de Céline comme un trophée. Les appels téléphoniques sont devenus plus audacieux, eux aussi. Tard le soir, quand elle pensait tout le monde endormi, je l'entendais chuchoter dans la cuisine. Toujours à voix basse, toujours secrète, raccrochant toujours brusquement si elle entendait des bruits de pas. Une nuit, je me suis glissé en bas et j'ai capté des fragments à travers la porte. Point, je t'ai dit qu'Étienne ne se doute de rien. Il faut juste être patient jusqu'à ce que Maxime soit plus grand. Non, c'est dur, mais on ne peut pas risquer. Je me suis pressé contre le mur, le cœur battant la chamade, essayant de saisir chaque mot.
Mais Céline était trop prudente, gardant sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Pourtant, j'en ai entendu assez pour savoir que mes soupçons étaient fondés. La preuve la plus accablante venait d'une source inattendue. Maxime lui-même. Les bébés ne mentent pas. Ils ne peuvent pas manipuler, ni faire semblant, ni jouer la comédie. Alors que Maxime grandissait, passant de nouveau-né à nourrisson, ses traits sont devenus plus distincts, et quiconque avait des yeux pouvait voir qu'il ne ressemblait en rien à Étienne. Là où Étienne avait les yeux bleus et les cheveux bruns et lisses, Maxime avait des yeux sombres, presque noirs, et des cheveux qui bouclaient sur les bords. Ses mains étaient longues et fines, comme celles de Julien. Son sourire était de travers de la même manière que celui de son oncle. Même son rire, un petit gloussement musical très distinct, était du pur Julien. Mais le véritable indice a été révélé quand Maxime avait environ 4 mois. Céline le faisait rebondir sur ses genoux, faisant des grimaces pour le faire rire, quand elle a fait un lapsus. « Allez, petit Jus », a-t-elle roucoulé. « Fais un sourire à maman. » Pas Maxime. Jus. Le diminutif de Julien. Elle s'est rattrapée immédiatement, jetant un coup d'œil autour d'elle pour voir si quelqu'un avait remarqué. J'étais assise à la table de la cuisine, soi-disant en train de faire mes devoirs, mais j'avais entendu chaque mot. Nos regards se sont croisés juste une seconde, et j'ai vu quelque chose passer sur son visage. De la peur, peut-être, ou du calcul. Je voulais dire mon petit chou, a-t-elle ajouté précipitamment, mais sa voix était trop enjouée, trop forcée. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. Les soupçons et les conversations surprises ne suffisaient pas. Si je voulais faire quoi que ce soit de cette information, j'avais besoin de preuves qui ne pourraient être ni contestées ni expliquées. J'avais besoin de la science. Obtenir des échantillons d'ADN a été plus facile que prévu. Julien est venu dîner le dimanche suivant, comme il le faisait la plupart des week-ends. Pendant qu'il jouait avec Maxime dans le salon, j'ai récupéré quelques cheveux dans la salle de bain qu'il avait utilisée. Ceux d'Étienne provenaient de sa brosse dans la chambre principale, facile à récupérer quand Céline était occupée ailleurs. L'échantillon de Maxime a été le plus délicat, mais les bébés bavent constamment et portent tout à leur bouche. J'ai attendu que Céline laisse une tétine sur la table basse et je l'ai glissée discrètement dans un sac en plastique. Trouver un laboratoire de test ADN qui accepterait de travailler avec une mineure de 17 ans a été plus compliqué. La plupart exigeaient le consentement parental ou des documents légaux, mais j'ai trouvé un petit laboratoire privé à l'autre bout de la ville, les laboratoires Précision, qui posait moins de questions si je payais en espèces et que j'expliquais que c'était pour un projet de science au lycée. La technicienne, une femme d'une 50aine d'années à l'air fatiguée nommée Valérie, a à peine jeté un coup d'œil à mes échantillons. Test de paternité standard, a-t-elle confirmé. Résultat dans 2 à 3 semaines. On vous appellera quand ce sera prêt. Ces 3 semaines furent une torture. Chaque jour, je regardais Céline jouer sa comédie de l'épouse et mère parfaite. Je regardais Étienne rayonner de fierté devant son fils. Je regardais Julien venir en visite un peu trop souvent, tenir Maxime un peu trop longtemps, et regarder Céline avec un peu trop d'intensité. Et chaque jour, je me demandais ce que je ferais quand les résultats reviendraient. Allais-je en parler à Étienne immédiatement? Confronter Céline en privé? Garder l'information comme assurance pour une crise future? L'appel est arrivé un jeudi après-midi. J'étais au travail à la librairie quand mon téléphone a sonné. Mademoiselle Laurent, c'est Valérie des laboratoires Précision. Vos résultats de test sont prêts à être récupérés. Mes mains tremblaient en raccrochant. C'était ça. Le moment de vérité. Une fois que j'aurais vu ces résultats, il n'y aurait plus de retour en arrière possible, plus question de faire semblant d'ignorer ce que je savais. J'ai conduit jusqu'au laboratoire après le travail, l'estomac noué par le stress. Valérie m'a tendu une enveloppe scellée à mon nom. Tout ce qu'il vous faut est là-dedans, a-t-elle dit. Les résultats sont assez concluants. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking du laboratoire, fixant l'enveloppe. Une part de moi voulait la déchirer immédiatement. Une autre voulait la jeter et prétendre que tout cela n'était jamais arrivé. À la place, je suis rentré à la maison et j'ai caché l'enveloppe dans ma chambre, glissée entre les pages de mon vieil exemplaire de Jane Eyre. C'était le livre préféré de Camille, celui qu'elle m'avait lu d'innombrables fois quand j'étais petite. Il semblait approprié, d'une certaine façon, de cacher les preuves des secrets d'une famille à l'intérieur d'une histoire parlant d'une orpheline cherchant sa place dans le monde. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Pas ce jour-là,
pas cette semaine-là, ni même lorsque le jour de la remise des diplômes est arrivé. Parce que quelque part dans un coin de ma tête, je savais que je la gardais pour quelque chose. Pour le moment où j'en aurais le plus besoin. Le moment où Étienne finirait par me pousser à bout, et où j'aurais besoin de l'arme parfaite pour riposter. Comme il s'est avéré, je n'ai pas eu à attendre longtemps. L'enveloppe est restée dans mon exemplaire de Jane Eyre pendant 2 semaines comme un pistolet chargé prêt à faire feu. J'aurais pu l'ouvrir une douzaine de fois. J'aurais pu confronter Céline ou tout dire à Étienne en privé, mais un instinct me disait d'attendre. De laisser Étienne faire le premier pas. Ce pas a eu lieu le matin de la remise des diplômes. J'étais dans ma chambre en train de me préparer pour la cérémonie quand j'ai entendu des voix s'élever en bas. Le ton aigu de Céline perçait à travers les murs. « Tu n'es pas sérieux, Étienne. C'est ta fille. » Fille adoptive, a corrigé froidement Étienne. Et il est temps qu'elle apprenne à voler de ses propres ailes. Je l'ai entretenue bien assez longtemps. Je me suis glissé en haut des escaliers, écoutant leur dispute dans la cuisine. Maxime pleurait dans sa chaise haute, sentant probablement la tension. Mais lui couper les vivres pour ses études, a insisté Céline. Aujourd'hui, à la remise des diplômes, le timing est parfait, a répondu Étienne. Public et définitif. Pas de place pour la négociation ou la manipulation émotionnelle plus tard. Elle doit comprendre qu'elle n'a droit à rien sous prétexte que nous lui avons donné un toit sur la tête. Mon sang s'est glacé. Il avait tout planifié. Ce n'était pas un moment de frustration spontanée. C'était calculé. Il voulait m'humilier devant tout le monde pour s'assurer que je n'aurais jamais le courage de lui demander quoi que ce soit à l'avenir. Je me suis habillé avec soin ce matin-là, choisissant ma meilleure tenue, non pas pour lui, mais pour moi. Si cela devait être ma dernière représentation en tant que fille d'Étienne Laurent, j'allais le faire avec classe. J'ai glissé les résultats ADN dans mon dossier de diplôme, juste à côté des notes de mon discours que je savais ne jamais avoir l'occasion de lire. Le trajet jusqu'au lycée fut tendu. Céline n'arrêtait pas de me jeter des regards dans le rétroviseur, son bavardage joyeux habituel remplacé par un silence nerveux. Étienne fixait la route droit devant lui, la mâchoire serrée, ce qui signifiait que sa décision était prise. Maxime gazouillait joyeusement dans son siège auto, le seul innocent parmi nous. Dans le gymnase, j'ai regardé les familles s'installer, appareil photo prêt, les visages rayonnants de fierté. La famille Dupont avait apporté des ballons. La famille Bernard avait préparé une banderole. Des familles normales célébrant des réussites normales. Étienne a choisi des sièges au 4e rang, assez près pour être vu, mais assez loin pour s'éclipser facilement. Il s'est assis les bras croisés, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. Céline faisait rebondir Maxime sur ses genoux, son sourire éclatant mais figé. Elle n'arrêtait pas de réajuster ses lunettes de soleil, bien que l'éclairage à l'intérieur soit tamisé. J'ai pris ma place avec les autres élèves, le cœur battant d'anticipation plutôt que de stress. Autour de moi, mes camarades parlaient avec excitation de leurs projets universitaires et de leurs emplois d'été. Juliette Dubois allait à HEC. Thomas Leroy avait décroché un stage chez BNP Paribas. Tout le monde avait un avenir tout tracé, des familles soutenant leurs rêves. La cérémonie a commencé par le discours d'ouverture du proviseur, suivi par le discours du major de promotion parlant de nouveaux départs et de possibilités infinies. J'ai à peine entendu les mots. Mon attention était entièrement fixée sur Étienne, guettant le moindre signe de ce qui allait arriver. Quand ils ont commencé à appeler les noms par ordre alphabétique, l'atmosphère dans le gymnase est devenue électrique. Le moment de chaque diplômé était célébré par des acclamations, des applaudissements et des flashs d'appareils photo. Les parents se levaient, criaient des encouragements, faisaient de grands signes. C'était beau, chaleureux et tout ce qu'une remise de diplôme devrait être. Puis sont arrivés les noms en L. Lucas Moreau. Applaudissements tonitruants d'une famille de 8 personnes venues spécialement de Lyon. Romane Rousseau. Sa grand-mère a carrément sifflé entre ses doigts. Zoé Laurent. Je me suis levé, lissant ma toge, et j'ai commencé à marcher vers la scène. Le gymnase a plongé dans ce silence respectueux qui accompagne le moment de chaque élève. C'était censé être mon heure de gloire, mon moment de triomphe après des années de travail acharné. C'est là qu'Étienne s'est levé. Non pas pour applaudir, ni pour crier des encouragements. Il s'est levé de son siège comme s'il allait faire une présentation d'affaires, sa voix portant clairement à travers l'auditorium silencieux. De toute façon, tu n'es pas ma vraie fille.
Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Toutes les conversations se sont arrêtées. Tous les téléphones qui filmaient les autres élèves ont pivoté vers notre section. Même le proviseur s'est figé en plein geste, ne sachant pas comment gérer cette interruption sans précédent. Je te coupe les vivres définitivement, a poursuivi Étienne, sa voix posée et froide. Plus de fonds pour les études, plus de soutien familial. Rien. Tu as 18 ans maintenant. Il est temps que tu découvres à quoi ressemble le monde réel. Les allaitements ont commencé immédiatement. Des chuchotements choqués ont parcouru la foule. J'ai vu des parents couvrir les oreilles de leurs enfants, d'autres attraper leur téléphone pour enregistrer ce drame inattendu. Mes camarades de classe sur scène restaient pétrifiés, leur propre célébration oubliée. Céline tirait frénétiquement sur la manche d'Étienne, le visage pâle d'horreur. « Étienne, s'il te plaît » a-t-elle sifflé. « Pas ici. Pas comme ça. » Mais il n'en avait pas terminé. Elle n'a droit à rien venant de cette famille. J'ai rempli mes obligations. Je lui ai donné un toit et une éducation, tout ce dont elle avait besoin pour devenir indépendante. Mais elle n'est pas de mon sang, et elle ne le sera jamais. Le gymnase était devenu complètement silencieux. Même Maxime avait cessé de gazouiller, comme s'il percevait la gravité de la situation. 400 personnes assistaient à mon reniement public, et demain, ce serait partout sur les réseaux sociaux. J'aurais dû être anéanti. J'aurais dû fuir le gymnase en larmes. C'est ce qu'Étienne s'imaginait. C'est ce que tout le monde attendait. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Une clarté pure et cristalline. C'était mon moment. Non pas le moment qu'il avait prévu pour moi, mais le moment que j'attendais sans même le savoir. Il venait de me donner l'ouverture parfaite, la scène parfaite, le public parfait pour ce que j'allais faire. J'ai marché vers le pupitre au lieu de la table des diplômes. Le proviseur a essayé de me réorienter, mais j'ai secoué doucement la tête. Je dois dire quelque chose, ai-je déclaré, ma voix résonnant dans le micro. L'auditorium était si silencieux que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Absolument tout le monde se penchait en avant, attendant de voir comment cela allait tourner. Puisque nous partageons des secrets de famille, ai-je commencé, d'une voix stable malgré mon cœur battant la chamade, je pense qu'il n'est que justice que tout le monde connaisse toute la vérité. J'ai plongé la main dans mon dossier et j'ai sorti l'enveloppe. La même enveloppe qui avait patiemment attendu dans mon livre Jane Eyre pendant 2 semaines. La même enveloppe qui contenait les munitions nécessaires pour transformer cette humiliation en quelque chose de tout à fait différent. Tu as absolument raison, Étienne, ai-je continué, utilisant délibérément son prénom au lieu de l'appeler papa. Je ne suis pas ta fille biologique. Je l'ai toujours su. Ma mère, ma vraie mère, Camille, m'a dit la vérité quand j'ai été en âge de comprendre. Elle s'est assurée que je sache à quel point j'étais désiré, à quel point j'étais aimé. La posture arrogante d'Étienne a commencé à faiblir. Ça ne se passait pas comme il l'avait scénarisé. Mais voici une chose que tu ignores sur l'ADN et les secrets de famille, ai-je dit, ouvrant l'enveloppe avec une lenteur calculée. Ton fils, ce précieux petit garçon que tu exhibes depuis 6 mois, n'est pas non plus ton enfant biologique. L'explosion de halètements et de murmures fut instantanée. Les gens se levaient, et tiraient le cou pour mieux voir. Des téléphones filmaient sous tous les angles. Céline a une liaison avec ton frère, Julien, depuis plus d'1 an, ai-je annoncé, ma voix perçant clairement à travers le brouhaha. Le bébé qu'elle tient dans ses bras en ce moment même. C'est ton neveu, pas ton fils. Le visage d'Étienne est passé par toute une série de transformations. Confusion, incrédulité, horreur naissante. Ses jambes ont semblé le lâcher et il s'est effondré sur son siège, tel un pantin désarticulé. Céline a émis un son d'étranglement et s'est précipitée vers la sortie, serrant toujours Maxime contre elle. Elle courait littéralement à travers les rangées de chaises, trébuchant sur les pieds des spectateurs perchés sur ses talons de luxe. J'ai les résultats du test ADN juste ici, ai-je poursuivi, brandissant les documents officiels. Une certitude à 99,9%. L'enfant de ta femme partage bel et bien ton ADN, mais pas de la façon dont tu le penses. Julien est le père biologique. Le gymnase a explosé dans un chaos total. Tout le monde parlait en même temps, pointait du doigt, grimpait sur les chaises pour voir. Mes camarades sur scène étaient pétrifiés, la bouche grande ouverte. Mais je n'en avais pas terminé.
J'ai regardé directement les portes par lesquelles Céline venait de disparaître. Oh, et Céline, tu ferais bien de faire plus attention à l'endroit où tu laisses traîner tes reçus d'hôtel, de bijoux, et de restaurants après toutes ces escapades romantiques avec Julien. Les lourdes portes s'étaient déjà refermées derrière elle, mais je savais qu'elle m'avait entendu. Tout le monde m'avait entendu. Je me suis retourné vers Étienne, qui me dévisageait comme s'il ne m'avait jamais vu. Son visage était passé de l'assurance absolue à l'anéantissement total en l'espace de 3 minutes. Tu voulais me couper les vivres, ai-je dit, ma voix résonnant toujours dans le micro. Tu voulais m'humilier en public. Tu voulais t'assurer que tout le monde sache que je ne faisais pas vraiment partie de ta famille. J'ai avancé jusqu'au bord de la scène et je l'ai regardé de haut. Eh bien, félicitations. Tu viens de m'offrir l'occasion rêvée de te rendre l'appareil. J'ai quitté cette scène et suis sorti directement du gymnase, laissant derrière moi une foule qui bourdonnait encore de choc et d'excitation. Le parking paraissait irréel après le chaos intérieur. Calme, paisible, comme si j'entrais dans un autre monde. Je me suis assise dans ma Clio pendant un moment, les mains tremblant légèrement tandis que l'adrénaline commençait à redescendre. Mon téléphone s'est mis à vibrer instantanément. SMS après SMS, appel après appel. Camarades de classe, amis, même des gens que je connaissais à peine me contactaient pour savoir si ce à quoi ils venaient d'assister était bien réel. J'ai éteint mon téléphone et j'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Le temps que j'arrive à mon appartement, l'histoire se répandait déjà au-delà des murs du lycée. Quelqu'un avait diffusé l'affrontement en direct sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la vidéo a cumulé des milliers de vues, de commentaires et de partages. Les gros titres ont commencé à apparaître sur les sites d'actualité locaux, choc à la remise des diplômes, une lycéenne expose le sombre secret de sa famille ou encore drame génétique lors d'une cérémonie scolaire. J'ai suivi l'affaire depuis mon ordinateur, me sentant étrangement déconnecté du chaos que j'avais déclenché. La fille dans la vidéo, confiante, posée, délivrant des nouvelles dévastatrices avec une précision chirurgicale ne me ressemblait presque pas. Mais c'était bien moi, regardant ma propre destruction d'une famille en temps réel. L'attention médiatique s'est rapidement intensifiée. Les chaînes d'information locales ont relayé l'histoire, puis des chaînes régionales. Dès le mercredi, je recevais des appels de producteurs de talk shows et de journalistes de magazines. Tout le monde voulait une interview, voulait en savoir plus sur la vengeance de la diplômée qui avait captivé l'attention d'Internet. Je les ai tous ignorés. Ce que je ne pouvais pas ignorer, c'était les retombées pour les personnes impliquées. Céline s'était volatilisée. Des voisins ont raconté l'avoir vue charger des valises dans sa voiture la nuit de la cérémonie, attacher Maxime dans son siège auto, et partir sans dire un mot à personne. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés du jour au lendemain. La vie de famille parfaite qu'elle avait si soigneusement mise en scène avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. La réaction de Julien a été prévisible. Déni, suivi d'une gestion de crise. Il a engagé un avocat et a publié un communiqué affirmant que le test ADN avait été fabriqué de toutes pièces, et que tout cela n'était qu'un canular élaboré par une adolescente perturbée en quête d'attention. Mais les preuves étaient trop solides, trop publiques. Ses partenaires en affaires ont commencé à poser des questions embarrassantes. Sa réputation si bien entretenue de célibataire brillant s'effondrait. La réaction d'Étienne a été la plus dramatique. Dans les 48 heures suivant la cérémonie, il avait demandé le divorce et engagé un détective privé pour retracer chaque détail de la liaison entre Céline et Julien. Le détective a trouvé des reçus d'hôtel remontant à 14 mois, des frais de carte de crédit pour des dîners hors de prix, et même des billets d'avion pour des week-ends en amoureux dont Étienne ignorait tout. La révélation que son mariage n'était qu'une supercherie, que son propre frère l'avait trahi, et que l'enfant dont il était si fier n'était pas le sien. Cela a brisé quelque chose de fondamental en lui. Les voisins ont raconté aux journalistes l'avoir vu faire les 100 pas dans son jardin à 3 heures du matin, parlant tout seul. Ses collègues ont chuchoté à propos de son comportement erratique, de réunions manquées, de décisions dépourvues de sens. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à voir son monde s'écrouler. Si tant est, je me sentais vide. La vengeance que j'avais si minutieusement orchestrée avait parfaitement fonctionné, mais la victoire avait le goût de la cendre dans ma bouche. Une semaine après la cérémonie, je rentrais de mon travail à la librairie quand je l'ai trouvé assis sur les marches devant mon immeuble. Il donnait l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en 7 jours. Ses cheveux, d'ordinaire impeccables, étaient en bataille, son costume de prix était froissé, et ses yeux étaient rouges et hantés. « Zoé,
a-t-il dit en se levant à mon approche. Sa voix dépassait à peine le murmure. Est-ce qu'on peut parler? J'ai failli dire non. J'ai failli l'ignorer, entrer dans mon immeuble et fermer la porte à clé derrière moi. Mais quelque chose dans sa posture, ses épaules voûtées, le léger tremblement de ses mains, m'a fait hésiter. 5 minutes, ai-je dit. Nous nous sommes assis sur un banc dans la petite cour derrière l'immeuble. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Un jogger est passé avec ses écouteurs, totalement inconscient du drame qui se jouait là, un mercredi soir, tout ce qu'il y a de plus banal. Tu as eu raison de les exposer, a fini par dire Étienne. Sa voix s'est brisée sur les mots. J'aurais juste aimé te protéger plus tôt. J'aurais aimé être le père que tu méritais, au lieu du lâche que j'ai été. J'avais imaginé cette conversation 100 fois. Je m'y voyais froide et triomphante, peut-être même cruelle. Mais, assise à côté de cet homme brisé qui m'avait élevé pendant 16 ans, tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Pour la première fois de ma vie, a-t-il poursuivi, je vois la culpabilité dans mon propre reflet. Pas de la honte? Pas de la déception. De la culpabilité. Une culpabilité vraie et honnête pour la façon dont je t'ai traité. Pour la façon dont j'ai laissé Céline te traiter. Pour être resté là à regarder Julien nous manipuler tous. Il a plongé la main dans sa veste et a sorti une enveloppe, plus petite que celle que j'avais emportée à la remise des diplômes, jaunie par le temps. Camille a laissé ça pour toi. J'étais censé te la donner pour tes 18 ans, mais je n'ai pas pu. J'avais trop peur de ce qu'elle dirait sur moi. Mes mains tremblaient en prenant la lettre. L'écriture de Camille figurait sur le devant, pour ma chérie Zoé, quand elle sera assez grande pour comprendre. Elle savait, a dit doucement Étienne. Pour Céline, pour Julien. Elle l'a compris des mois avant de mourir, mais elle n'a rien dit. Elle voulait te protéger de la laideur de tout ça. J'ai ouvert la lettre prudemment, effrayé qu'elle ne s'effrite entre mes mains. L'écriture familière de Camille s'étalait sur 2 pages. Des mots tracés d'une main tremblante, celle de quelqu'un menant un combat perdu d'avance contre le cancer. Ma très chère Zoé. Si tu lis ces lignes, cela signifie que je ne suis plus là et qu'Étienne a enfin trouvé le courage de te donner ce qui te revient de droit. Je prie pour que cela signifie également que tu es assez grande pour comprendre ce que je m'apprête à te dire. Je sais pour Céline et Julien. Je le sais depuis des mois. Je vois comment ils se regardent, la manière prudente dont ils évitent d'être seuls ensemble quand d'autres les observent, la façon coupable dont ils s'écartent l'un de l'autre quand quelqu'un entre à l'improviste. Je pourrais les confronter. Je pourrais le dire à Étienne. Je pourrais les détruire de la même façon qu'ils détruisent notre famille. Mais je ne le ferai pas, parce que tu n'as pas besoin de ce poison dans ta vie. Tu mérites mieux que de grandir dans une maison remplie d'accusations, de trahisons et de confiance brisée. Tu es ma fille, à tous les égards qui comptent. La biologie n'est qu'une question de science. L'amour est ce qui fait une famille. Je t'ai choisi, Zoé. Je me suis battu pour toi quand Étienne avait des doutes sur l'adoption. J'ai insisté pour que nous te ramenions à la maison, car à l'instant même où j'ai vu ta photo, j'ai su que tu avais ta place avec nous. Étienne a du mal à montrer de l'affection. Cela a toujours été le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'en ressent pas. Ça veut dire qu'il en a peur. Il a perdu ses parents très jeunes et a passé toute sa vie à ériger des murs pour se protéger de ce genre de douleur à nouveau. Ces murs empêchent la souffrance d'entrer, mais ils empêchent aussi la joie de passer. Sois patiente avec lui. Il t'aime plus qu'il ne sait le montrer. Et quand le moment sera venu, et tu sauras quand ce sera le cas, aide-le à détruire ces murs. Tu as la force que je n'ai jamais eue, le feu que je n'ai jamais possédé. Utilise-les pour guérir, pas seulement pour combattre. Je ne serai peut-être pas là pour te voir obtenir ton diplôme, pour t'accompagner à l'hôtel ou tenir tes enfants dans mes bras. Mais je suis avec toi, pour toujours. Dans chaque choix que tu fais, dans chaque gentillesse que tu témoignes, dans chaque moment où tu choisis l'amour au lieu de la peur. Tu es désirée, tu es aimée, tu es suffisante. Pour toujours. Ta mère, Camille. Quand j'ai fini de lire, des larmes ruisselaient sur mon visage. À côté de moi, Étienne pleurait lui aussi. Des sanglots silencieux et brisés qui venaient du plus profond de lui-même. Je l'ai laissé tomber, a-t-il murmuré. Je vous ai laissé tomber toutes les deux. Elle a vu ce que j'étais trop aveugle pour voir, et elle t'a protégé comme je ne l'ai jamais fait.
J'ai plié la lettre soigneusement, la serrant contre ma poitrine comme un bouclier. Elle nous aimait tous les deux, ai-je fini par dire. Même en sachant ce qu'elle savait, elle nous aimait. J'ai mis à jour mon testament, a dit Étienne après un moment. Tu as de nouveau ta place dans le patrimoine familial. Tu récupéreras l'épargne pour tes études avec les intérêts. Tu hériteras de la maison, de l'entreprise, de tout ce qui aurait dû t'appartenir depuis le début. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu au-delà des vêtements chers et de l'apparence polie, pour apercevoir l'homme effrayé et solitaire qui se cachait dessous. Je ne veux pas de ton argent, Étienne. Son visage s'est décomposé. Alors, qu'est-ce que tu veux? Comment puis-je réparer ça? Je veux que tes excuses soient sincères. Je veux que tu essaies vraiment d'être quelqu'un de meilleur, et pas seulement de t'apitoyer sur ton sort. Je me suis levé, la lettre de Camille toujours pressée contre mon cœur. Et je veux que tu arrêtes de m'appeler par mon prénom comme si j'étais une étrangère. Je veux que tu m'appelles ta fille. Pendant un instant, il a été incapable de parler. Lorsqu'il a enfin retrouvé sa voix, ce n'était qu'un murmure, peux-tu me pardonner? Ma fille? Le mot flottait entre nous comme un pont se construisant par-dessus des années de silence et de douleur. J'ai pensé à m'accrocher à ma colère, à le faire souffrir comme j'avais souffert. J'ai pensé aux mots de Camille, sur le fait de choisir l'amour au lieu de la peur. Oui, ai-je dit simplement. Je te pardonne. Non pas parce qu'il le méritait. Non pas parce que c'était facile. Mais parce que s'accrocher à la douleur n'était qu'une autre façon de rester piégé dans le passé. Lâcher prise n'avait rien à voir avec lui. C'était pour moi. C'était pour choisir le genre de personne que je voulais être. Alors que je marchais vers l'entrée de mon immeuble, je l'ai entendu derrière moi, la voix brisée mais pleine d'espoir. Merci, Zoé. Merci de m'avoir donné une chance d'être meilleur. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai souri. Pour la première fois depuis des années, l'avenir me semblait rempli de possibilités au lieu de limites. Les mensonges étaient enfin terminés. La vérité nous avait tous libérés. L'appartement m'a paru différent après cette conversation avec Étienne. Ni plus grand, ni plus petit. Juste plus léger, d'une certaine manière, comme si un poids que je portais sans m'en rendre compte s'était enfin envolé. Je suis resté à la fenêtre ce soir-là, regardant les lumières de la ville. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment libre. Libre de faire des choix en fonction de ce que je voulais, et non de ce qui, je pensais, me vaudrait l'approbation de quelqu'un. Libre de me définir par mes propres actions plutôt que par l'acceptation ou le rejet de quelqu'un d'autre. Libre d'être Zoé, non plus la fille adoptive, ni l'enfant de remplacement, ni l'obligation qui avait été remplie. Juste moi. La décision de déménager de la maison d'Étienne s'est imposée naturellement après cela. Il m'avait proposé d'y rester, il avait même suggéré que nous pourrions repartir à zéro sous le même toit. Mais j'en savais assez. Guérir exigeait de l'espace, et grandir exigeait de l'indépendance. J'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais construire une vie entièrement selon mes propres termes. Emballer mes affaires n'a pris que quelques heures. 18 ans de vie tenaient dans 6 cartons et 2 valises. La plupart de mes biens étaient des livres, des romans que Camille m'avait donnés, des manuels scolaires du lycée, des journaux intimes que j'avais tenus pendant les années les plus solitaires. Le reste n'était que des vêtements et quelques photos de Camille et moi. Alors que je vidais le tiroir de mon bureau, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié, une petite boîte en bois que Camille m'avait offerte pour mes 13 ans. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs de mon enfance. Ma première carte de bibliothèque, une fleur pressée de notre jardin, un petit mot qu'elle avait écrit quand j'avais perdu ma première dent de lait. Tout au fond de la boîte, il y avait quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un bout de papier plié, écrit de la main de Camille. C'était une liste intitulée Pourquoi nous avons choisi Zoé, écrite à l'encre bleue, fanée par les années. Elle a des yeux curieux, toujours en train d'observer, toujours en train d'apprendre. Son sourire illumine toute la pièce. Elle est douce avec le chat du voisin. Elle a rangé ses jouets par couleur sans qu'on le lui demande, un esprit organisé. Elle a dit « merci » à l'assistante sociale 3 fois. Elle me rappelle moi à cet âge. Discrète mais forte. Elle a besoin de nous autant que nous avons besoin d'elle. En dessous de la liste, avec une encre différente, elle avait ajouté. Étienne l'a enfin tenu dans ses bras ce soir. Vraiment tenu. Je crois qu'il est en train de tomber amoureux de son enfant,
lui aussi. Je me suis assise sur mon lit vide, tenant ce bout de papier, et j'ai pleuré pour tout ce que nous avions perdu et tout ce que nous avions trouvé. Camille s'était battue pour moi avant même que je sache ce que signifiait le mot se battre. Elle avait vu le potentiel d'une petite fille timide de 2 ans, et avait décidé de construire une vie autour de cet épanouissement. Emménager dans mon propre chez moi, un petit studio lumineux près de la fac m'a donné l'impression d'entrer dans ma vraie vie pour la première fois. J'ai rangé mes livres sur des étagères murales, accroché des photos de Camille et moi sur les murs, et j'ai créé un espace qui était entièrement le mien. Aucune touche de designer, pas de meubles luxueux, aucune pression pour maintenir l'idée de perfection de quelqu'un d'autre. Le lendemain de mon emménagement, je déballais le dernier carton quand j'ai trouvé les journaux intimes de Camille. Je les avais récupérés dans sa chambre après sa mort, mais je n'avais jamais eu le courage de les lire. Le chagrin était trop vif, la perte trop écrasante. Mais là, assise en tailleur sur le sol de mon nouvel appartement, j'ai ouvert le premier. 15 mars. Rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui. Ils nous ont montré des photos d'enfants à adopter. Il y avait une petite fille, 2 ans, cheveux bruns, regard sérieux. Quelque chose en elle m'a tout simplement parlé. Étienne pense que nous devrions envisager d'adopter un nourrisson, mais je n'arrête pas de repenser à sa photo. Elle est déjà passée par 3 foyers d'accueil. Elle a besoin de stabilité, elle a besoin de quelqu'un qui la choisisse, et qui le pense vraiment. 22 mars. Étienne commence à s'y faire. Je crois qu'il a peur de s'attacher à un enfant plus grand, peur qu'elle ne nous accepte pas. Je lui ai dit que l'amour ne se force pas. C'est quelque chose qui se crée jour après jour, choix après choix. 3 avril. Nous avons été approuvés. Ils organisent des visites la semaine prochaine. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de penser à cette petite personne qui est sur le point de devenir un membre de notre famille. Je lui ai acheté un éléphant en peluche aujourd'hui, quelque chose de doux à serrer contre elle pendant la transition. Page après page, son écriture chroniquait leur voyage jusqu'à moi, et mon voyage jusqu'à eux. Camille avait écrit sur la première fois où j'avais ri dans leur maison. La nuit où j'avais eu de la fièvre et où je l'avais laissé me bercer. Le matin où je l'avais appelé maman pour la première fois. 12 juin. Zoé est avec nous depuis 2 mois maintenant. Elle commence à nous faire confiance. Elle commence à croire que ça pourrait être permanent. Ce soir, elle m'a apporté sa couverture quand j'étais triste à propos du diagnostic de cancer de ma sœur. Un cœur si tendre, pour une si petite personne. 8 septembre. Premier jour de maternelle. Zoé était nerveuse, mais courageuse. Elle m'a tenu la main jusqu'à la classe, puis elle a redressé les épaules et est entrée comme si l'endroit lui appartenait. Étienne a dit qu'elle tenait cette détermination de moi. Je l'espère. Lire ces journaux, c'était comme découvrir la carte au trésor de ma propre enfance. Chaque étape, chaque difficulté, chaque petite victoire avait été documentée avec amour et fierté. Je n'étais pas seulement désiré, j'étais célébré. Chaque jour de ma vie. Les passages concernant Étienne étaient particulièrement révélateurs. Camille parlait de sa lente adaptation à la paternité, de ses tentatives maladroites de créer un lien, de son amour sincère enfoui sous des couches de peur et d'insécurité. 20 novembre. Étienne a lu 3 histoires du soir à Zoé ce soir. Elle s'est endormie en lui tenant la main. Quand je l'ai rejoint plus tard, il pleurait. Je ne savais pas que je pourrais aimer quelqu'un à ce point, m'a-t-il dit. Et si je gâchais tout? Je lui ai dit que le simple fait qu'il s'inquiète de tout gâcher prouvait qu'il ne le ferait pas. Ces mots m'ont frappé comme une révélation. La distance d'Étienne n'était pas de l'indifférence. C'était de la peur. La peur d'aimer trop fort, de perdre ce qu'il aimait, de ne pas être à la hauteur en tant que père. Camille l'avait compris, d'une manière dont j'aurais été incapable à l'époque. Une semaine après avoir emménagé dans mon nouvel appartement, j'ai reçu un appel du centre de soutien familial du centre-ville. Ils avaient vu la couverture médiatique de mon discours de fin d'année et voulaient savoir si je serais intéressé par le bénévolat dans leur programme d'aide pour les enfants placés et adoptés. Nous avons besoin de personnes qui comprennent ce que c'est, m'a expliqué Marie, la directrice du programme, lors de notre rencontre. Des jeunes qui peuvent parler d'expérience des défis, et aussi des possibilités. J'ai commencé à faire du bénévolat la semaine même. Chaque mardi et jeudi soir, je m'asseyais avec de petits groupes d'enfants. Certains attendaient un placement, d'autres venaient d'être adoptés, tous essayant de comprendre quelle était leur place dans le monde.
Les enfants avaient entre 6 et 17 ans, chacun portant sa propre histoire complexe. Il y avait Emma, 8 ans, qui était passée par 4 familles en 2 ans et avait cessé de croire que quelqu'un la garderait. David, 14 ans, qui était en colère contre le monde entier et déterminé à repousser quiconque tentait de se rapprocher. Sarah, 10 ans, qui se comportait de façon irréprochable parce qu'elle pensait qu'être parfaite la rendrait permanente. Je ne faisais pas de grands discours ou de leçons de morale. La plupart du temps, j'écoutais. Et lorsqu'ils étaient prêts à l'entendre, je partageais des morceaux de ma propre histoire. Tu le détestes, ton père, a demandé Emma un soir. Nous étions assises dans la salle d'art plastique du centre, travaillant sur un projet de collage. Ses petites mains étaient couvertes de colle et de paillettes, mais ses yeux étaient sérieux. Non, ai-je dit en découpant une étoile en papier. Je croyais le détester avant, mais en réalité, j'étais juste blessé. Et la colère semblait plus facile que la tristesse. Mais il a été méchant avec toi, a-t-elle insisté. À ton truc de diplôme. Je l'ai vu sur YouTube. J'ai regardé cette petite fille qui avait été rejetée plus de fois qu'aucun enfant ne devrait l'être, et j'ai choisi mes mots avec soin. Il avait peur. Parfois, les adultes font des choses méchantes quand ils ont peur, tout comme les enfants. Mais ça ne veut pas dire que c'est excusable. Et ça ne veut pas dire que tu dois continuer à les laisser te faire du mal. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de qui tu veux être, indépendamment de ce qu'ils font. Tu choisis la gentillesse même quand les autres choisissent la cruauté. Tu bâtis ta propre famille avec des gens qui t'aiment pour qui tu es. Emma a souri, alors. Un vrai sourire, pas le sourire prudent qu'elle affichait d'habitude. Je peux être dans ta famille. J'ai senti mon cœur se briser et se réparer en même temps. Tu y es déjà, ma puce. Tout le monde dans cette pièce est une famille. 3 mois après l'obtention de mon diplôme, Étienne s'est présenté au centre pendant l'une de mes sessions de bénévolat. J'ai été surprise de le voir dans le hall, l'air incertain et décalé au milieu des dessins d'enfants et des affiches de motivation. « J'espère que ça ne te dérange pas que je sois venu », a-t-il dit quand je me suis approché. « Je voulais voir ce que tu faisais ici. » Je l'ai présenté à Marie, qui lui a fait visiter pendant que je terminais ma session avec les enfants. Quand je suis sorti de la salle d'art plastique 1 heure plus tard, je l'ai trouvé assis tranquillement dans un coin, observant un groupe d'adolescents jouer à des jeux de société. « Il me rappelle toi », a-t-il dit pendant que nous marchions ensemble vers le parking. Résilient, plus fort qu'il ne le pense. Nous avons commencé à dîner ensemble après ça. Rien de luxueux, juste des repas tranquilles où nous apprenions peu à peu à nous parler. Il m'a raconté son enfance, la perte de ses parents dans un accident de voiture quand il avait 16 ans, la façon dont cette perte avait façonné sa peur de l'attachement. Je lui ai parlé de mes projets universitaires, de mon travail au centre, de la personne que j'étais en train de devenir. « Je suis fier de toi », a-t-il dit un soir, autour de plats chinois à emporter dans mon petit appartement. Pas à cause de ce que tu as accompli ou de ce que tu as exposé. Mais pour la personne que tu as choisi d'être, malgré tout. Autrefois, ces mots auraient signifié le monde entier pour moi. Aujourd'hui, c'était simplement agréable à entendre, un bonus, pas une nécessité. Ma valeur ne dépendait plus de son approbation. 6 mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai reçu un colis inattendu sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait un album photo rempli de clichés que je n'avais jamais vus. Moi, toute petite, riant dans les bras de Camille. Moi à 3 ans, l'aidant à planter des fleurs dans le jardin. Moi à 5 ans, déguisé en princesse pour Halloween, debout entre Camille et Étienne, avec l'assurance de quelqu'un à qui le monde appartient. Sur la dernière page se trouvait un mot, d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Votre mère gardait ça dans sa table de chevet. Elle les regardait tous les soirs avant de s'endormir. Elle voulait que vous sachiez à quel point vous aviez apporté de la joie dans sa vie. Une amie. Je n'ai jamais su qui avait envoyé cet album, mais ce n'était pas grave. Il suffisait de savoir que l'amour que Camille me portait était si évident que même des étrangers pouvaient le voir. Debout dans mon appartement ce jour-là, entouré par la vie que j'avais bâtie de toutes pièces, j'ai enfin compris ce que signifiait réellement la liberté. Ce n'était pas l'absence de famille, d'obligation ou de connexion. C'était la présence de choix, le pouvoir de décider ce que ces choses signifiaient pour moi. J'étais Zoé Laurent, fille de Camille, et à sa manière compliquée, d'Étienne aussi. J'étais bénévole, étudiante à l'université, survivante,
et une femme qui avait appris que la meilleure des vengeances consiste tout simplement à devenir impossible à ignorer. La fille qui s'était tenue sur la scène de la remise des diplômes 6 mois plus tôt s'était battue pour la reconnaissance, l'attention, et pour trouver sa place dans une famille où elle ne s'était jamais tout à fait sentie chez elle. La femme qui me regardait dans le miroir était devenue quelqu'un de totalement différent. Quelqu'un qui avait arrêté de demander la permission d'exister et qui commençait à exiger d'être vue exactement telle qu'elle était. Cette transformation, réalisais-je, valait plus que n'importe quel diplôme. Si cette histoire de vengeance lors d'une remise de diplôme vous a tenu en haleine, cliquez tout de suite sur le bouton j'aime. Mon passage préféré, c'est quand Zoé sort le test ADN et regarde le visage de Céline devenir blême lorsqu'elle réalise que son secret est dévoilé. Et vous, quel a été votre moment préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et ne manquez pas d'autres histoires palpitantes comme celle-ci.